Midi 49 sur Sud Radio, Batior est avec nous, elle est essayiste et elle sort ce livre Ellie aux éditions Les Provinciales. Elle nous fait l'amitié de rester jusqu'avec nous jusqu'à 13h30. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face. Oui, 13h30 et plus si affinité. Batior, je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste et vous avez écrit plusieurs livres et notamment vous avez fait beaucoup de bruit au bon sens du terme avec le concept de dimi. Qu'est-ce que c'est que la dimitude sur Eurabia? Vous avez dérangé beaucoup, vous savez, les idées reçues, ce qu'on appelle les idées reçues. Et vous, j'avais justement votre expérience du Moyen-Orient où vous êtes né, à vous amener à dire et à définir un certain nombre de choses qui ont beaucoup marqué. Et là, depuis quelques années, vous faites une trilogie, vous avez fait une trilogie, Bien aimer les souffrants. Le premier tome, c'était Moïse El-Kahira. El-Kahira, c'est évidemment le Caire, 1818-1882. Et puis, l'année prochaine, peut-être, il y aura Razal, le tome 3. Et là, vient de paraître aux Provinciales, aux éditions des Provinciales, Ellie, donc le Caire, Al-Kahira, 1914-1948. Alors, cette saga, c'est d'ailleurs quelque chose que vous poursuivez. C'est effectivement toutes ces minorités, qu'elles soient juives, chrétiennes, assyriennes, autres, effectivement, de ce Moyen-Orient. Et quand on se rappelle que De Gaulle disait vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, mais c'est très difficile d'avoir des idées simples dans cet Orient. Justement, la complexité est là. Mais d'abord, une chose, Batior, qu'est-ce que ça veut dire Ça vient d'où, Batior? Ça veut dire juif d'Égypte. C'est une expression biblique. C'est un poète israélien qui m'a trouvé ce prénom, Batior, fille d'Égypte. Fille d'Égypte. Voilà, en hébreu, c'est Batior. Voilà. Mais je ne suis pas israélienne, mais je suis juive, donc je peux m'attribuer un prénom biblique. Un prénom hébreu, enfin voilà. Biblique, oui. Donc vous êtes né au Caire, je rappelle. Oui. Vous avez grandi au Caire? Oui, j'ai grandi au Caire, en effet. J'ai beaucoup aimé l'Égypte, j'ai beaucoup admiré la civilisation égyptienne. J'ai aimé beaucoup les Égyptiens, les musulmans. Je n'ai pas subi, moi, de mauvais traitements de la part de mes amis égyptiens et chrétiens. Et vraiment, je suis partie sans aucun ressentiment à l'égard des Égyptiens et de l'Égypte. J'ai très bien compris que tout ce qui nous arrivait était la conséquence de conflits politiques, mais qui n'affectait pas mes sentiments vis-à-vis de l'Égypte et des Égyptiens. Vous aviez de réelles amitiés, de réelles relations avec un certain nombre de personnes Oui, tout à fait. Bon, je fréquentais l'élite égyptienne, les musulmans tout à fait occidentalisés, européanisés, et qui déploraient d'ailleurs ce qui se passait parce que c'était des mouvements fanatiques soulevés par les frères musulmans. Et vous êtes parti donc pas du tout pour des raisons politiques ou autres? Si, bien sûr, parce que quand même l'Égypte, il y avait eu depuis 1948, il y avait eu des lois spéciales qui avaient été édictées à l'égard des Juifs qui pouvaient être accusés de sionisme, et c'était une accusation qui pouvait conduire à la mort, dans tous les cas à l'emprisonnement. Et alors justement, c'est de là que vous est venu, au-delà de ces romans de Elie Al-Kahira, tout ça que je conseille parce que c'est vraiment, vous faites revivre cette atmosphère de tout ce que c'était cet Orient incroyable. Je rappelle d'ailleurs que deux choses, il y a eu un certain nombre de grands écrivains, Laurence Dorel à sa manière. Et puis je voudrais vous dire quelque chose, peut-être vous savez, vous savez que pendant 10 ans, Batior, des journaux aussi connus que l'Express et Le Point, 2 hebdomadaires, étaient entièrement réécrits en français par un juif égyptien et par un copte égyptien. Le juif égyptien, c'était Berto Fari, et le copte égyptien, c'était l'écrivain Georges Hénen, qui avait été, effectivement, pour dire un peu l'amour du français aussi, on en parlera. Mais alors,
Pourquoi cette trilogie? Parlons un peu de Élie, etc. Si vous avez voulu retracer cette période disparue, quoi, en fait. Oui, oui. Quand j'étais partie en Égypte, quand je vivais encore en Égypte, j'ai été témoin de cette expulsion, de ce départ brusque, soudain, cette atomisation des familles juives. Et donc, j'ai compris tout de suite que c'était un événement, événement historique, la disparition d'une communauté vieille de plus de 1000 ans, qui datait de l'époque biblique. Donc, Combien? donc 2000, on peut dire 2000 ans, plus 2000 ans en plus, ouais. voilà, c'est Ouais. ça. Alors, donc, je me suis dit, je vais écrire, je dois écrire. Je savais que j'étais un écrivain et une romancière. Et donc, j'ai enregistré par le regard tout ce que je voyais parce que je savais que je devais l'écrire. Et puis plus tard, alors pour pouvoir écrire cette histoire, j'ai entrepris des études et à ce moment, j'ai découvert le dhimmi et la dhimmitude des Juifs et des chrétiens. Et j'ai accumulé énormément de recherches et d'histoires et sur ce sujet. Et donc, j'ai vu qu'il y avait deux aspects, l'aspect historique et politique de la dhimmitude, mais et aussi l'aspect humain de ce monde-là, de la dhimmitude. Et après avoir écrit tous mes livres sur la dhimmitude, j'avais tellement accumulé de documents. Ouais. J'ai voulu faire revivre ce monde de la dhimmitude qui quand même était tout à fait éliminé de l'histoire, qui n'apparaissait pas dans l'histoire, malgré le fait qu'il s'était étendu sur 3 continents, là où c'était tous les pays conquis par le djihad ont été des pays de dhimmitude. Et donc ce grand univers de silence et d'oubli de la civilisation occidentale, j'ai voulu le faire revivre dans mes romans. J'ai voulu lui donner cette existence humaine. Eh bien, on va en parler justement de la dhimmitude, de ses romans, etc. après les informations avec Batior qui reste avec nous et ça va être passionnant. Oui, Batior, vous restez avec nous après le journal de 13h. Et si vous voulez réagir aux propos de notre invité, vous appelez au 0800 26 300 300. Et vous pouvez évidemment réagir à l'actualité de tout ce qu'on a évoqué avec André depuis le début de l'émission. À tout de suite. Bien-aimer les souffrants, bien-aimer les souffrants, titre biblique, évangélique. C'est le titre de la trilogie qui est en train d'écrire, qui a écrit déjà en partie l'écrivaine Batior, le premier tome Moïse de 1818 à 1882, le second tome qui vient de paraître donc aux éditions Les Provinciales, Élie, toujours Al-Qaïra, le Caire, 1914-1948, et l'an prochain, non pas à Jérusalem, mais toujours à Al-Qaïra, Razal, de 1960 à 1967. Batior, je voudrais quand même qu'on définisse rapidement, parce que vous avez parlé de la dhimmitude. C'est quoi la dhimmitude exactement? Comment vous la définiriez, l'être dhimmi? C'est quoi exactement? Oui, l'être dhimmi et la population, c'est la population non musulmane qui est ciblée par le djihad et qui est vaincue par le djihad. Le djihad, c'est pas comme les croisades. C'est un ensemble. C'est une théologie, une juridiction, une politique et une civilisation. Et donc, quand une population non musulmane est vaincue par le djihad, alors le vainqueur peut décider selon les circonstances de la mettre à mort, ou bien, comme dans le cas des Juifs et des chrétiens et d'autres populations, décider de la tolérer, mais dans son pays, donc, tolérant donc qu'elle garde sa religion, elle peut rester juive ou chrétienne, etc. Et qu'elle peut pratiquer sa religion. Elle peut pratiquer etc., sa religion dans certaines limites. Et elle peut également s'administrer selon ses propres lois, mais elle doit reconnaître la supériorité de l'islam dans tous les domaines et en même temps s'astreindre à certaines conditions d'humiliation et d'infériorité également dans tous les domaines, et d'infériorité économique, mais aussi sociale. Et donc finalement,
naturellement, cette condition s'est manifestée de façon extrêmement dure selon les circonstances aussi politiques. Et donc, les populations dhimmi, qui à l'origine étaient des populations majoritaires, suite à la dhimmitude, qui est un processus aussi d'islamisation de ces populations, sont devenues minoritaires. Par exemple, on les prenait en esclavage, on prenait les enfants en esclavage, des parents dhimmi, on enlevait les femmes, on les chassait, ou bien on prenait leurs biens, ou bien sous n'importe quel prétexte, comme on voit maintenant dans certaines régions islamiques, par exemple en Afrique, dans certaines régions d'Afrique, comme au Soudan. Alors, et donc, c'était une situation de souffrance et d'insécurité et de peur permanente, puisque les dhimmis ne pouvaient témoigner en justice contre un musulman. Donc, ils ne pouvaient pas se défendre. Donc, la formule bienheureux les souffrants s'applique à ces populations dhimmi, qu'elles soient juives, chrétiennes. C'est à la condition, c'est aux populations qui sont entrées dans la dhimmitude, qui ont souffert la dhimmitude pendant 13 siècles, qui ont survécu à la dhimmitude, qui se sont libérées de la dhimmitude par des guerres sanglantes, parfois un génocide, comme avec les Arméniens, que s'adresse ce livre. Oui, d'ailleurs, vous parlez effectivement des Arméniens, vous parlez de toutes ces populations du vaste Moyen-Orient. Mais est-ce que la différence, parce que je posais la question, quand par exemple chez les Juifs, on dit par exemple un non-juif, on l'appelle un goy, mais vous dites à ce moment-là, ça n'a pas la même résonance parce qu'il n'y a pas eu effectivement d'occupation, si vous voulez, juive, où ils ont mis les goy en soumission, c'est ça. C'est-à-dire que donc ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose presque de politique au sens large du terme. Oui, c'est-à-dire que dans l'islam, la religion, la politique et l'institution judiciaire sont liées. Ce sont des institutions liées et elles doivent l'être. Parce que comme l'a dit Ibn Khaldoun, un grand écrivain du 13e, 14e siècle, eh bien, dans l'islam, la politique doit être soumise à la religion parce que le devoir de la politique, c'est d'étendre la religion. C'est de se soumettre aux exigences de la religion qui font que l'islam doit être étendu sur la planète. Voilà, ce qui n'est pas la vision du judaïsme. Le judaïsme n'a jamais voulu imposer par la force le judaïsme à tous les peuples. C'est vrai. Alors, judaïsme, oui, peut-être, c'est vrai, puisqu'ils ne veulent surtout pas convertir. Enfin, c'est pas le but du judaïsme. Mais le christianisme a aussi des visées extrêmement de prosélytisme, parce que, est-ce que dans toute religion, et je ne dis pas ça pour défendre X ou Y ou Z, on dit, écoutez, la vérité, c'est la nôtre, donc vous devez, parce que le christianisme aussi a eu ça, je parle du christianisme un peu conquérant, celui des croisades, il faut venir à la vérité, il faut aussi évangéliser les populations. Oui, le christianisme a en effet cette obligation d'évangéliser pour sauver les populations par la foi. Et puis aussi la formule hors de l'Église, point de salut. Donc on n'est pas sauvé hors de l'Église. Néanmoins, le christianisme n'a pas une institution semblable au djihad, qui est un concept de guerre permanente contre les non-musulmans pour éliminer la mécréance de la planète. Ceci n'existe pas. Et puis dans le christianisme, comme dans le judaïsme, la politique doit être séparée de la religion. Il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Exactement, mais cela vient du judaïsme, on ne le sait pas peut-être, mais c'est un principe qui vient du judaïsme. Alors justement,
ces dhimmis ou ces populations, je dirais, effectivement, dont vous parlez dans votre roman, dans vos romans d'ailleurs, et avec beaucoup d'humanité. Vraiment, Élie, que j'ai lu, je vais lire à Moïse, je n'avais pas eu le temps de le lire, je n'avais pas reçu, mais en tout cas, je vais le lire avec plaisir. Et puis après, est-ce que quand même ces personnes-là, est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2021, Batior, est-ce que quand même si on sait très bien qu'il a eu tout ce qu'il y a eu du point de vue de la radicalité, de l'intégrisme, est-ce que quand même les choses n'ont pas changé? Est-ce que la dimitude pour vous est toujours là? Ou en tout cas le sentiment de la dimitude, est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce qu'on acceptait des choses qu'on n'accepte plus aujourd'hui de la part des minorités? Bon, pour le corps des ulémas, pour l'Azhar, la dimitude est toujours là, elle doit être appliquée, parce qu'elle est exigée par les lois religieuses, par la charia. Donc la charia, c'est l'expression de la volonté divine. Donc il faut absolument appliquer la dimitude aux juifs et aux chrétiens, aux mécréants, et cela représente la justice. On pense que la mécréance est une révolte contre Allah. C'est un blasphème qui doit être puni, et le système de la dimitude, qui est un système de souffrance et de violence à l'encontre de l'être humain, est une juste punition que mérite le mécréant. Mais je dois dire que l'Occident a sa part de responsabilité dans le durcissement du monde musulman et son retour à une certaine radicalisation. Voilà. Oui. D'abord parce que l'Amérique a favorisé les mouvements de réislamisation, de crainte du communisme. C'était sa façon de combattre le communisme. L'Union soviétique, voilà. etc. Oui. Et l'Europe, de son côté, c'était particulièrement la France, s'est toujours alliée aux mouvements les plus radicaux pour pouvoir se protéger. Parce que la France connaissait très bien l'idéologie djihadiste. Il y a de très bons écrivains français qui ont écrit et analysé le djihad. Et donc, après la décolonisation, craignant les attaques djihadistes en France, le gouvernement européen a trouvé bon de s'allier toujours avec les mouvements les plus radicaux pour se mettre à l'abri des représailles, comme par exemple le soutien à l'OLP. Cela dit, ce n'est plus le cas aujourd'hui, comme vous le savez, ça a changé. Mais justement, on va en reparler, mais juste une question. Ce que vous dites sur les imams, etc., effectivement, sur la charia, mais vous savez très bien qu'il y a des millions de musulmans etc., mais qui n'adhèrent pas à ça, qui ne sont pas dans ces positions catégoriques et radicalisées des imams en disant tout mécréant est quelqu'un soit qui doit être converti, soit qui doit être neutralisé. Et c'est vrai que, et vous parlez très bien de cela dans votre roman, enfin, les populations ne sont pas tous des imams fanatisés. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et certainement, même Nasser aurait été surpris par la radicalisation actuelle de l'Égypte. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai impliqué aussi la responsabilité des États-Unis et de l'Europe dans ce mouvement de réislamisation et de soutien aux frères musulmans aussi, ce qui est très condamné par les mouvements d'ouverture musulmans, les musulmans qui rejettent ce fanatisme, les musulmans que j'ai connus en Égypte, qui étaient tout à fait ouverts à l'occidentalisation, à la modernisation, et que tout le monde voit maintenant en Europe, qui existe, qu'on côtoie, et qui partagent tout à fait nos opinions, nos valeurs judéo-chrétiennes qui sont universelles, et qui voudraient au contraire que nous les soutenions dans leur combat contre la radicalisation de l'islam. Nous allons en parler après ceci. Tout de suite, nous allons continuer.
Oui, Bâtilleur, vous restez avec nous jusqu'à 14h. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Élie, aux éditions Les Provinciales. Et dès 13h30, vous pouvez poser des questions à notre invité. A tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, et toujours avec Bâtilleur pour son livre Élie, deuxième tome de la trilogie de Bien-aimer les souffrants, donc paru aux éditions Les Provinciales. Et c'est intéressant dans ce livre parce qu'à la fin, il y a un glossaire qui donne un certain nombre, et évidemment pour ceux qui ont vécu au Moyen-Orient ou qui connaissent le Moyen-Orient, comment ne peuvent pas-ils, je dis ça pour les auditeurs qui sont allés peut-être en Égypte, au Moyen-Orient, ou ceux qui y ont vécu, quand vous parlez de Mézé, quand vous parlez de Mlouchia, quand vous parlez de Raya, quand vous parlez de Sabah al-Khair, Yaminak, Shmalak, à droite, à gauche, etc., évidemment. Voilà, c'est cet arabe, cet hébreu, et surtout, je voudrais que vous rappeliez ça parce qu'on le sent dans votre roman, et on le lit dans votre roman Bâtilleur, c'est cet amour du français, quand même, de cette époque-là. Évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, mais parlez-nous de cet amour du français, quand même, de cette espèce de formidable maîtrise de la langue française, il faut bien dire, chez ces personnes qui étaient, pour la plupart, jamais venues en France. Oui, c'est bon. Le français, c'était la langue de la civilisation. Et la langue vous ouvre des perspectives de pensée, de réflexion extraordinaires. Quand on recherche l'expression exacte, la précision, alors on cherche le mot aussi, on cherche la beauté, on cherche la vérité dans l'expression, et qui est liée à la pensée. Et donc, pour moi, j'ai dû écrire en anglais, mais c'était une véritable souffrance pour moi. Connaissant le français, je n'arrivais pas... pour moi, j'écrivais, je pensais uniquement en français. D'accord. Oui, c'est ça. Oui. C'est exactement, vous savez, c'est ça. Je ne sais plus qui disait ma patrie, c'est la langue française, mais c'est vrai que pour des millions et des millions de personnes qui, encore une fois, n'avaient peut-être pas une goutte de sang français dans les veines, eh bien, ça ne change rien. Vous savez, vous connaissez le roman de Gary. Le mot de Romain Gary, c'était « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines ». Oui. C'est assez joli aussi. Enfin, c'est assez, en tout cas, significatif de cela. Je voudrais juste que vous parliez parce que à la radio, évidemment, le temps est compté, mais en même temps, on peut dire des choses. La preuve, c'est Eurabia. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par Eurabia, concept qui a fait scandale au moment où vous avez publié ce livre, il y a une quinzaine d'années, je crois. 2006, non, Eurabia. Voilà, je l'ai d'abord publié en anglais. C'est ça ma souffrance. Ah oui, voilà. Oui, Eurabia, l'axe euro-arabe, mais il est paru en 2006 en français. Oui, je l'ai d'abord publié en américain, d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs? Parce que... On vous l'a commandé, c'était une maison américaine? Non, pas du tout. Parce que pendant que j'écrivais Juifs et chrétiens sous l'islam, et même avant, les chrétientés d'Orient entre djihad et dhimitude, mon sujet d'étude, c'était la dhimitude, c'est-à-dire les processus d'islamisation des pays chrétiens et des populations chrétiennes. Et pendant que j'écrivais et que je lisais tous ces documents, des milliers de documents étagés sur des siècles, je voyais ces processus se dérouler sous mes yeux. Et donc j'ai compris à ce moment-là ce qui se passait. Et pour moi, l'Europe et la France étaient condamnées. Et donc, à ce moment-là. À ce moment-là. Et donc, je me suis dit, bon, au moins essayons de sauver de quelque chose de la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, des valeurs judéo-chrétiennes, aux États-Unis, et j'ai écrit ce livre Eurabia pour le faire publier aux États-Unis en anglais et expliquer ce processus à l'époque moderne. Alors, Eurabia voulant dire quoi? En fait, c'est un processus de
De quoi? De complicité Voilà, de quoi? complicité. Vous avez trouvé de connivence, complicité et connivence politique. Mais c'était fait par certains groupes. C'était pas l'ensemble de la population européenne. C'était, comme le nom Eurabia l'indique, c'est un acronyme qui rassemble l'ensemble des associations européennes d'aide ou d'amitié avec les peuples arabes. Et ces organisations étaient extrêmement antisionistes et antisémites et opposées à l'existence de l'État d'Israël. Nous sommes en 1974. Elles voyaient avec horreur que l'État d'Israël avait survécu aux 3 guerres d'extermination des armées arabes. Et donc, c'était un petit État. Il fallait absolument mettre en marche un système. Et d'ailleurs, les populations européennes étaient à l'époque très pro-israéliennes. Il fallait changer entièrement cet état d'esprit. Et en même temps, établir une guerre médiatique et politique contre l'État d'Israël. Oui, c'est tout ce qui a eu le processus. En Voilà. fait, Israël oppresseur, etc., etc. Voilà. Enfin, Israël, c'était d'ailleurs assez bien défendu à l'époque. Mais je vois que Eurabia, je montre effectivement... Eurabia, c'était aussi une feuille d'information. Et vous-même, vous dites édité par le Comité européen de coordination des associations d'amitié avec le monde arabe. Alors vous étiez une fausse amie du monde arabe ou pas? Non, moi, j'étais pas du tout une amie. Ça, c'est Eurabia, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est pas vous? Mais non, pas du tout. Ça, c'est une feuille du journal Eurabia. Ah, c'est Eurabia. Mais ah, oui, d'accord. je l'ai photocopié. J'ai vu l'original. J'ai chez moi l'original. Eurabia, anti-israélien, Exactement. etc. J'ai photocopié cette feuille. Et donc, voilà, c'est ça. Ah oui. Et donc, cette feuille-là... C'est pour ça que vous avez appelé Eurabia, vous dites c'est... Mais oui, parce que j'ai décrit dans mes livres la politique d'Eurabia, qui est une politique d'union et d'amitié et de symbiose avec le monde arabe méditerranéen, dans une vision d'opposition et de, je ne peux pas dire extermination, mais éradication de l'État d'Israël. Eurabia représente une alliance euro-arabe de la rive sud de la Méditerranée, fondée sur la création de la Palestine, qui remplacera l'État d'Israël et l'élimination de l'État d'Israël. D'accord. Alors, on va en parler. Non, justement, je voulais clarifier parce que je pensais que Eurabia, c'est quelque chose que vous aviez effectivement adopté, mais au contraire, c'est-à-dire vous l'utilisez pour montrer ce qui s'est passé. Oui, parce que j'ai décrit comme lorsqu'on décrit le communisme, eh bien, on parle d'une idéologie communiste. Et ça, c'était une idéologie Eurabia, une idéologie eurabienne. Eurabienne, exactement. Eurabiste, si on veut. Merci, à tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio. On continue avec Batior. Au 0826. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. 13h32 sur Sud Radio. Batior est toujours notre invité. Vous êtes essayiste et vous sortez ce livre Élie aux éditions Les Provinciales. Et on file au standard avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour à Batior et merci de sa présence parce qu'elle est essentielle dans l'actualité aujourd'hui. Je voulais revenir sur aussi votre invité précédent, parce qu'on peut entrelier les sujets avec Batior, concernant la Pologne. Il faut savoir que le traité de Schengen oblige les pays européens, donc frontaliers, comme la Hongrie et la Pologne, à défendre les frontières extérieures, alors que ces mêmes pays ont demandé de l'aide à la Commission européenne de Bruxelles pour bâtir des murs solides pour la frontière. Et la Commission européenne de Bruxelles a dit fin de nous recevoir, puisqu'elle est soumise à Soros et compagnie, à cette idéologie migrationniste. Elle a donné $1 milliard, d'euros à l'Afghanistan. Ça, c'est un scandale. Tout à fait. Et elle demande, vous avez vu, 1 million par jour, je ne sais pas combien, à la Pologne. Il faut aussi remercier malheureusement un personnage qu'on en parle très peu, c'est Gérald Gnaus. Je ne sais pas si vous connaissez. Non,
J'avoue. Alors c'est un homme de main de Soros, de l'Open Society, qui a été envoyé comme pour souffler à l'oreille des chevaux, à l'oreille de... C'est un Autrichien qui est installé en Turquie, mais qui a été envoyé en Allemagne pour aller souffler à l'oreille de Merkel à l'époque, pour accueillir 1 500 000 migrants. Donc on a 80% d'hommes avec, comme disait votre collègue au téléphone, Oui, donc il faut des éléments dans les téléphones portables pour la guerre sainte et le djihad et tout le terrorisme qui va avec. Donc ça c'est... Et en troisième position, en terminant ce sujet sur la Pologne, il faut savoir qu'en 2015, la criminalité en Allemagne était essentiellement en baisse par rapport aux Allemands de souche et d'origine turque. Et en 2016, quand les migrants sont arrivés en Allemagne, il y a eu 216 000 agressions, majoritairement des migrants. Je vous parle pas des détails, c'est horrifique à tout point de vue. Pas que les agressions de Cologne, mais ils se jetaient, par exemple, sur l'aspect sexuel, sur tout ce qui passait. Et en l'occurrence, ça a été tué sous Merkel parce que même la police fédérale allemande a essayé d'en parler. Seul le Spiegel en a parlé et quelques médias pour dire ça suffit. C'est pour ça que l'AfD est montée en puissance en Allemagne, même s'ils sont toujours à 10%, mais ils ont conquis toute la partie de l'Est de l'Allemagne. Maintenant, je vais revenir sur ce que votre invité Batior explique. La dimitude, c'est vrai que si on prend l'Andalousia, c'était l'impôt de dimitude pour éviter de se convertir à l'islam, mais c'est aussi une autre chose qui existe. Je prends un exemple, en 1911-1912, la guerre tripolitaine, je ne sais pas si vous connaissez. La guerre de Tripolitaine. Oui. Voilà. Il faut savoir, et moi j'estime une chose, parce que c'est ce qui a préfiguré une partie de la Première Guerre mondiale, les combattants qui étaient du côté ottoman, c'était pas forcément des musulmans, c'était tous les chrétiens syriaques, tous ceux qui étaient, comme on dit, non musulmans, qui étaient envoyés à la boucherie. Je prends un exemple, moi j'ai l'arrière-grand-père de ma femme qui est chilienne, qui a émigré de la Grande Syrie sous la période ottomane, puisque la Palestine était intégrée à la Grande Syrie. Il est parti légèrement avant 1912 parce qu'il se pressentait qu'il allait terminer dans l'armée ottomane, et il a immigré au Chili, il a fait sa vie, il a fait un trait sur sa famille. Olivier, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel, parce que sans ça... En parlant de dimitude, malheureusement, tous les moyens ont été bons pour arriver, je dirais, à mettre hors de la société les chrétiens, que ça soit aussi les juifs, proprement dit, mais votre invité Batior l'a expliqué dans une émission sur CNews il n'y a pas très longtemps. La soumission, l'alliance de l'Europe avec la partie extrême des musulmans, elle date aussi des chocs cette pétroliers. époque-là. Oui, vous avez raison au sujet de l'envoi des chrétiens raya par les armées musulmanes sur les fronts les plus dangereux. Vous avez tout à fait raison. Oui. Et j'en parle dans mon livre Élie, parce que justement au moment de la déclaration de guerre, quand le sultan ottoman a déclaré le djihad au début de la Première Guerre mondiale, eh bien je parle de cette peur des chrétiens d'être envoyés sur le front, parce qu'ils ne revenaient pas. On les a envoyés comme pratiquement au sacrifice, au sacrifice ultime pour déblayer la place pour les soldats musulmans qui viendraient derrière eux. C'est connu, cela, c'est connu. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y en a qui ont immigré de par le monde, qui ont été en Amérique du Sud massivement. Il y a une forte communauté là-bas, que ça soit même il y a eu des Libanais aussi, parce que il y a eu du tout. Vous avez des liens avec le Liban. Il y a beaucoup de Libanais qui sont installés dans tout le côté sud-américain, et aussi mais le Chili, c'est majoritairement des Syriens. Il y a eu très peu de musulmans. Il y a des mosquées au Chili, mais la majorité étaient des Syriaques. Chrétiens. Batior, je voudrais qu'on revienne effectivement à ça avec cette Eurabia. Effectivement, le choc pétrolier a joué beaucoup, 74-75, quand il y a eu, après la guerre dite d'Yom-Kippour. Est-ce que Eurabia s'est beaucoup renforcé à ce moment-là pour vous ? Oui, mais il y avait déjà un projet
Parce que le premier président de la communauté européenne était un nazi convaincu depuis la première heure. Et c'était aussi un juriste très connu, nazi, et un officier nazi qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et il avait écrit, en tant que juriste et professeur à l'université, il avait écrit un livre sur une Europe sans frontières, qui serait gouverné par le gouvernement nazi et qui s'appuierait... Vous voulez dire autant des nazis, ça, il avait écrit, enfin l'Europe nazie, quoi. Voilà, l'Europe nazie, et qui s'appuierait, cette Europe-là, économiquement sur le monde musulman. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà eu des liens très forts entre les armées allemandes et austro-hongroises d'un côté et les armées ottomanes de l'autre, qui comprenaient bien sûr des armées arabes, des officiers arabes, des officiers azéris, etc., tout le Caucase musulman et ottoman. Donc il y avait eu des liens très forts. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, ces liens se sont renoués, bien sûr, dans ce contexte, même dans l'entre-deux-guerres, comme j'en parle dans Élie. Et donc, il y avait cette vision d'une Europe unie sans frontières. Et c'est cet officier qui a été le premier président de la Commission européenne, qui avait tous les pouvoirs, Walter Hallstein, que vous pouvez trouver d'ailleurs, qui a été premier président de cette commission de 1958 à 1967, qui certainement a dû influencer certains milieux déjà antisionistes et qui voulaient toujours se rapprocher du monde musulman. Donc il y a eu le boycott du pétrole, mais il y a eu aussi la vague d'attentats de terrorisme palestinien à partir de 1969, et avec aussi les assassinats, le terrorisme contre l'équipe olympienne de sportifs à Munich en 72. Il y a eu d'autres attentats aussi, et cela a renforcé les pays qui ne voulaient pas entrer déjà dans cette entente avec les pays arabes, parce qu'ils étaient pro-israéliens, ils savaient ce que cela signifiait, les exigences de la Ligue arabe, mais ils ont été d'une certaine façon forcés par les circonstances économiques. Merci Olivier en tout cas de nous avoir appelé au 0800 26 300 300. C'est Anne cette fois-ci qui nous appelle de Chantilly. Anne, vous êtes une ancienne historienne et vous avez lu le livre de notre invité, c'est exact? Oui, bonjour, tout à Anne. fait. Oui, bonjour Anne. Bonjour. Bonjour André Berkoff. Je vous salue ainsi que votre équipe, et je salue votre invité Batior, et j'en suis ravi. Batior, j'ai suivi vos publications. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. J'ai suivi vos publications, vos livres, et je suis vraiment enchantée. Mes respects, madame. Je voulais parler avec vous d'un sujet tabou. On n'ose même plus, on n'ose jamais nommer le fameux plan Kalergi. K-L-E-R-G-I. Le plan Kalergi, Batior, vous savez parfaitement ce que c'est. Ce plan a été édifié par le baron Kalergi de Koudanov, qui était un baron japonais-autrichien. C'était aux alentours de 1923-1924. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que les frères musulmans aussi vont concevoir leur processus d'islamisation ou de réassimalisation. Et ce fameux plan Kalergi, tout ce que nous vivons vient de là, et tout ce que Eurabia également. Et quand on lit c'était des européistes, ce n'était pas des Européens, c'était un petit groupe d'européistes, je dirais assez... qui avait, qui avait tracé les grandes lignes de cette espèce de mondialisation. Et quand vous lisez les grands traits du plan Kalergi, leur plan était de métisser l'Europe
avec donc des populations maghrébines et africaines, plutôt de culture musulmane, pour mieux les asservir et en faire une autre population. Et ça, à partir de là, effectivement, dans les années 20, dans les années 30, et tout ça a été, d'ailleurs, les nazis connaissaient parfaitement cela, Batior a tout à fait raison, Walter Einstein, effectivement, et on comprend le rapprochement des nazis avec les musulmans. Voilà, je vous laisse parler. Anne, alors, Oui. Batior, oui, Anne est partie dans ce plan. Excusez-moi, André. Oui. Une chose très importante, il faut que vous sachiez que Angela Merkel a été médaillée de l'ordre de Koudenov, Kalergi Koudenov, il y a quelques années avant qu'elle fasse venir les émigrés. Et je pense que Batior le sait. L'Allemagne a créé cet ordre de Koudenov. D'accord. Batior, je voudrais qu'on remette ça en perspective. Oui, non, mais vous avez raison. Bon, il y avait beaucoup de plans dans l'entre-deux-guerres, mais ces idées-là, d'abord, il y avait une très grande admiration pour l'islam aussi qui se développait en Allemagne. Et un certain mépris pour plus tard pour l'Église enjuivée aussi, mais et puis, on discutait beaucoup de cette union parce que, en fait, c'est ce qui avait eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Oui, ça vous en avez parlé, là, mais justement. Mais est-ce que ça a joué un tel plan? Est-ce que ça a joué vraiment un tel rôle? Ça jouait, à l'époque, ça jouait un tel rôle. Mais certainement, ensuite, il y a eu d'autres courants qui ont pris le dessus. Mais il y avait cette volonté de créer une supra-Europe qui aurait un pouvoir... En fait, on veut une Europe sans frontières, une Europe absolument mélangée, plus de Français, plus de ceci, plus d'Italiens, plus cela, voilà. Une plus sorte de tour de d'identité Babel. nationale, quoi. Voilà, c'est ça, plus d'identité nationale. C'est ça. Voilà, donc ça... surtout en Europe, une Europe sans frontières qui serait mélangée. Il y avait cette volonté, et c'est ce qui a été repris après la guerre, parce qu'on considérait que c'était les nationalismes qui provoquaient les guerres. Oui, mais on oublie que Hitler, c'était l'Empire, lui. Ben il n'y avait pas toutes les nations à part l'Allemagne, ça n'existait pas, c'était des sous-hommes, quoi. C'est vrai, il l'a dit d'ailleurs. C'était l'Empire. Ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est contre l'identité nationale? Ce sont les empires. L'Allemagne, c'était être empire, l'Empire romain, etc. Il y avait un empire, et il y avait la nation qui faisait l'empire, et les autres n'étaient que des sous-produits, si on peut se permettre. Et c'était naturellement une orientation très antidémocratique, parce que dans un empire, il n'y a pas de démocratie, c'est pas possible, les peuples ne sont pas consultés. C'est le moins que l'on puisse dire. C'était très autoritaire. Exactement, on se retrouve tout de suite après ceci, et on continue. Et 13h50 sur Sud Radio. Batior est toujours notre invitée jusqu'à 14h. Elle est l'auteure de ce livre, Élie, aux éditions Les Provinciales, et on file au standard. On retrouve Julien qui nous appelle de Créteil. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bonjour Julien. André, bonjour à votre équipe et également bonjour à Batior, dont je partage effectivement l'analyse. Je voulais réagir par rapport à un sujet qui est un petit peu différent de ce que vous débattiez par rapport aux annonces de M. Macron de ce soir. Mais avant ça, je voulais quand même faire le lien avec le sujet dont vous parliez. Moi qui vais régulièrement au Moyen-Orient, au Liban notamment, je constate qu'effectivement il y a toujours une aura de la France, du français dans ces pays-là, notamment je parle du Liban mais pas que, mais on sent quand même depuis Chirac une certaine déliquescence de la France, et je dirais qu'elle n'a plus l'aura qu'elle avait auparavant. C'est clair. Ça c'est une évidence. Absolument. Parce que encore une fois on perd de notre souveraineté, et vous voyez, je voudrais rebondir là-dessus. Depuis qu'on est en train de donner notre souveraineté finalement à l'Europe et ailleurs, eh bien la France n'est plus respectée, les piétinés. On voit Macron qui s'est fait quasiment qui a fini dans des relations diplomatiques mauvaises avec une vingtaine de pays. Tout ça pour vous dire, donc tout ça, ce qui est quand même très mauvais pour les images de la France et pour notre avenir.
l'avenir, pour la grandeur de la France et de nos idées, de nos valeurs. Moi, je crains que ce soir, malheureusement, on ait un VRP de Pfizer qui va nous dire qu'il faut d'abord la 3e dose pour les plus de 65 ans, et puis ensuite le narratif va changer dans quelques temps en nous disant qu'il faudra pour tout le monde, si on veut retrouver une vie normale, puisque vous vous souvenez, André, ils nous ont dit vie de primauté aux vaccinés, vie de merde aux non-vaccinés. Voilà, je crois que c'est clair. On risque également d'avoir un VRP de l'Union européenne, puisqu'ils vont certainement nous remettre une couche sur la réforme des retraites qui est indispensable. Vous vous rappelez, André, que pour avoir le plan de relance, qui est en fait une véritable arnaque, puisque je rappelle aux auditeurs qu'on va toucher 40 milliards, mais qu'en réalité on va débourser plus de 100 milliards. La belle affaire, on aurait pu très bien le faire nous-mêmes en passant par la Banque de France. Et au-delà de ça, le plan de relance, donc qui est quand même un sujet très important, on sent la tactique de M. Macron de nous parler ce soir. Pourquoi il nous parle ce soir en fait? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le débat des LR hier pour s'aborder qu'on n'en parle pas? Est-ce que c'est pour s'aborder M. Zemmour qui devait annoncer sa candidature? Parce qu'au final, il n'y a pas de reprise épidémique. D'ailleurs, je note en Martinique. Non, mais je crois même pas. Oui, non, mais je crois en même. Martinique, il s'est effondré. Il n'y a plus de cas de Covid, très peu, alors qu'ils se sont très peu vaccinés. Donc, on voit bien que tout ça, c'est des tours de passe-passe pour nous faire passer des vessies pour des lanternes, pour embobiner, enfumer les Français. Moi, très honnêtement, j'espère que les Français vont avoir un peu de jugeote et se dire attendez, on n'est pas des lapins de 6 semaines. On s'est fait peut-être berner en 2017, mais en 2022, on remettra pas les mêmes. Écoutez, alors là, je vais vous dire, Julien, qui votera verra. Ça, pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Pour le reste, est-ce que, juste un mot, vous allez-vous écouter quand même Emmanuel Macron ou pas? J'ai vu sur les réseaux sociaux, pour être franc avec vous, un mouvement qui appelle à boycotter, à ne pas le regarder. Honnêtement, on en entendra suffisamment parler. Je pense que je ne le regarderai même pas. Je vous avoue que tout sonne faux quand il s'exprime. On voit bien que c'est pas sincère. C'est du calcul politique. Il y a un moment donné, si vous voulez, la confiance elle est rompue. On peut être de bonne foi et reconnaître à Macron un certain sens du vent. Mais là, je pense que la confiance est perdue et très honnêtement, il aura beau dire ce qu'il veut. On sait très bien, je vais vous dire, je vous l'avais déjà dit, je crois, André, il y avait un médecin en off qui avait confié à Florian Philippot que ce serait 2 doses par an à vie et pas sanitaire à vie. Eh bien, tenez-vous bien, ça a été confirmé aujourd'hui par un ministre britannique sur un plateau de télé qui a bien dit que ce sera pas sanitaire et 2 doses par an à vie pour ceux qui sont déjà vaccinés. Et oui, voilà. Vous savez, c'est pour ça qu'on parle de maison de passe quelque part. Mais ce n'est pas du tout... Non, en fait, écoutez, on verra bien si autant l'emporte le vent et si on va retrouver des colonnes vertébrales. Et c'est vraiment le grand problème, c'est de retrouver une colonne vertébrale. Batior, on est à la fin de cette émission. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Lisez la trilogie, lisez Élie, lisez Moïse. Vous savez, quelles que soient les minorités, le plus important, c'est toujours ça, Batior. Est-ce que ce n'est pas toujours le problème? C'est nous sommes, que ce soit en religion ou ailleurs, nous sommes le ministère de la vérité. Si vous ne nous rejoignez pas, c'est que vous êtes des êtres malfaisants. C'est que vous êtes des êtres malfaisants. Si vous n'adhérez pas à notre credo, à nous, quel qu'il soit. Oui, c'est toujours l'intolérance. Et donc, même pour l'Union européenne qui prétend s'ouvrir à la diversité, néanmoins, elle a ses choix. Et elle fait ses choix, elle est extrêmement intolérante envers les personnes qui ne partagent pas ses options politiques, comme la Pologne ou la Hongrie. Elle est intolérante. Elle est extrêmement intolérante, pas seulement intolérante. Et en fait, vous êtes optimiste ou pas? Vous savez ce qu'on disait, vous savez la plaisanterie en 40, c'est une plaisanterie, mais il disait que chez les Juifs d'Europe centrale, les pessimistes finissaient à Hollywood et les optimistes dans les camps. Oui, mais je suis optimiste. Je suis optimiste comme l'était, je crois, Jérémie au moment de la conquête de la Judée et qui achetait un bout de terrain. Eh bien, je suis optimiste parce que j'ai foi dans la jeunesse. Je sais que la situation est grave, difficile, que c'est la jeunesse qui payera les erreurs des générations passées. Et j'espère qu'elle saura trouver le bon chemin, le bon moyen d'affirmer ses libertés, de récupérer ses droits et ses libertés.
Eh bien, que la Providence vous écoute, Batior. Merci Batior d'avoir été notre invité sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Élie, aux éditions Les Provinciales. Demain, nous recevons Daniel Digou. Il est ancien journaliste, il est maintenant prêtre. Il sort ce livre 7 jours au désert. On reviendra évidemment sur le rapport Sauvé et la pédophilie dans l'église. Tout de suite, le flash de 14h et Brigitte Lahaye jusqu'à 16h. À demain.